Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce Twitch de la rédaction de Sciences et Avenir, La Recherche. Sciences et Avenir qui est d'une part un magazine, mais également un site web. Donc je vous présente très rapidement effectivement nos productions du mois, en tout cas ou de trimestre, hein. Donc d'une part le dernier Sciences et Avenir, le dernier magazine dont le thème principal, le dossier sur les origines de la vie, avec plein de choses intéressantes, qui est le numéro du mois de janvier. Mais Sciences et Avenir, c'est aussi un trimestriel thématique dont le numéro, ce trimestre, porte sur l'histoire de la physique. Donc plein de choses, si vous voulez tout savoir sur de Galilée à Einstein, en passant par Marie Curie, avec évidemment notre prix Nobel récent à l'aspect, plein de choses intéressantes. Et également un trimestriel, puisque, comme je disais, la rédaction de Sciences et Avenir et de la Recherche sont maintenant unies, et nous faisons donc ce trimestriel qui porte justement avec un dossier principal sur les nombres. C'est pas l'unique, c'est pas monothématique, c'est pas l'unique sujet de ce numéro, mais il y a une cinquantaine de pages qui portent sur les nombres. Et aujourd'hui, donc, je suis avec Avner Barren. Bonjour, bonjour Avner. Bonjour Philippe, Et bonjour à toutes et à tous. voilà, et on va présenter un petit peu, on va parler de maths du quotidien, de nombres. Je dis bonjour effectivement à nos arrivés. Let's go les maths, nous dit Motivate Apprentice. Voilà, Let's go les maths, c'est une bonne... on va effectivement parler. Et donc si on a invité Avner à discuter avec nous, c'est parce qu'il a fait ce magnifique livre en collaboration avec Quentin Lazarotto. C'est un livre qui porte sur les mathématiques du quotidien, qui est sorti en octobre l'année dernière, en octobre 2021, qui a déjà été, qui a été un gros succès, on peut le dire, et qui a été, voilà, qui a été récompensé d'ailleurs, qui a eu le prix du livre Tangente cette année, très, très récemment. Donc un livre dont le sous-titre est du pénalty à la météo, décoder le réel, aux éditions EPA. Voilà. Alors, on va d'abord présenter Avenir. Donc, Avenir, est-ce que tu peux te présenter? Tu es mathématicien ou statisticien? Est-ce que tu peux te présenter plus précisément déjà? Je ne sais pas très bien faire la différence entre les deux, donc j'ai fait un cursus de maths et je travaille en statistique. Je suis prof au Conservatoire national des arts et métiers, actuellement à l'INRIA, et j'ai toujours été intéressé par à la fois les maths et leur interaction avec le quotidien, que ce soit le vivant, la physique ou d'autres sujets. Et tu avais effectivement un blog Voilà. sur le site de Sciences et Avenir, qui pendant un certain temps a traité ces questions. Notre métier d'enseignant-chercheur, c'est à la fois de créer de la connaissance en tant que chercheur, mais aussi de la partager, de la diffuser, de la faire circuler. Donc on le fait à travers les cours et ça me semble intéressant aujourd'hui de le faire aussi sous d'autres formes. Donc je remercie Sciences et Avenir de m'avoir hébergé. Donc à peu près une fois par semaine, je faisais un billet sur un sujet soit qui me passait par la tête, soit qui était relié à l'actualité, autour des maths en général. Et donc effectivement, l'actualité aujourd'hui, ce sont des algorithmes, notamment les algorithmes avec Parcoursup. On est en plein dedans en ce moment. J'ai vu qu'il y avait encore des gens qui étaient en train de rentrer dans Parcoursup et qui s'inquiétaient de Parcoursup. Là, on est vraiment en pleine actu. Et évidemment, c'est ChatGPT dont tout le monde a entendu parler, cet assistant, ce bot, je ne sais pas comment on peut qualifier ce modèle de langage. Un chatbot. Un chatbot, voilà, qui a des résultats. GPT. Voilà, donc on va abondamment parler de toutes ces questions, de ces questionnements. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des questions, on y répondra du mieux possible. Et je voudrais commencer aussi par un courrier de l'UNESCO qui souligne un peu l'importance des maths. Alors c'est le courrier de l'UNESCO du mois de janvier là, qui dit la chose suivante, donc le titre, enfin le chapeau, c'est: alors que le monde est confronté à des défis sociaux, climatiques et technologiques, il est crucial que le pouvoir des maths soit davantage exploré et surtout plus largement partagé. Alors qu'est-ce que ça t'inspire à venir, ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu partages? Si on a fait ce livre, c'est entre autres pour partager, parce qu'on parle toujours du besoin des maths, même des sciences en général. On parle aussi du besoin de former des gens. Donc on peut se plaindre comme quoi il y en a de moins en moins, ou que le système scolaire ceci ou cela. Mais à un moment, il faut être un peu plus actif. Donc notre livre, je dirais, est une contribution, voilà,
vaut ce qu'elle vaut, mais où on essaye justement de motiver des gens à travers des exemples et de voir un petit peu comment ça permet de parler de la vie courante sous un œil différent. D'accord. Donc c'était ça l'idée. Alors justement, tu l'as écrit avec, on peut dire un mot, avec Quentin Lazarotto, Voilà. qui n'est pas du tout mathématicien pour le coup, lui. Alors je pense que c'était ça qui était intéressant, parce que l'idée, c'était pas de faire un livre pour les collègues, donc c'était de sortir justement je dirais de ce... Parce que bon, le monde des mathématiciens, c'est un peu comme la cour de récré. On peut être très bon dans la cour de récré, puis dès qu'on sort de la cour de récré, plus personne ne s'intéresse à ce qu'on fait. Donc là, on vous laisse s'ouvrir, et l'idée de travailler, donc c'est Hazar Aladbari, qui était journaliste ici, qui nous a mis en contact. Et on la remercie, et on est tout triste pour Son décès récent. Son décès récent, voilà. Mm. Et donc, moi, quand Hazar m'en a parlé, je ne voulais absolument pas écrire un livre. Le blog me suffisait largement. Mais par contre, l'idée, en rencontrant Quentin, de voir quelqu'un qui avait un œil complètement différent, de se dire qu'on allait pouvoir écrire pour un autre public que des matheux, ça m'a beaucoup tenté. Donc, je dirais que le cœur de cible n'est pas des gens dont le métier est autour des mathématiques. Après, on peut y trouver des exemples, on peut y trouver matière à poursuivre plus loin, mais l'idée, c'était quand même d'ouvrir sur des visions un peu différentes. Alors, on nous écoute regarde de la Suisse. Bonjour depuis la Suisse, on dit automorphisme. Bonjour automorphisme, qui est attentif à cette émission. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, on va commencer par... Le livre est séparé en gros en quatre grosses parties. Une première grosse partie qui concerne plutôt les nombres, hein, ce qui nous sert à compter, à calculer. Les nombres qu'on manipule finalement au quotidien, on fait tous un peu des maths sans le savoir, hein, parce que les nombres, c'est quelque chose sur lequel on est quand même assez familier. En tout cas, on croit être familier, parce qu'après, il y a ça dépend jusqu'où on va. Les nombres, ils apparaissent quand même au départ pour compter, pour les jeux. Comment ils apparaissent historiquement ? Historiquement, ils apparaissent pour dénombrer. Hein. Voilà, donc, si on prend par exemple juste les racines, le 3, on est près de trait. On avait un mouton, deux moutons, ou beaucoup de moutons, très moutons. Hein. Donc petit à petit, on va affiner. On peut avoir d'autres systèmes de dénombrement, comme par exemple les Japonais, qui ne vont pas dénombrer de la même manière des bouteilles et des moutons. On peut avoir aussi des choses négatives si on commence à rentrer dans des échanges commerciaux. Donc, on peut devoir des moutons à quelqu'un. Et puis, évidemment, il y a ne pas avoir de moutons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le zéro. Le zéro. Donc, ça va quand même être une grande étape dans le dénombrement. Qui n'est pas finalement si évidente à arriver. Enfin, ça n'arrive pas tout de suite. Pour nous, le zéro est quelque chose de très, très naturel, enfin, qui paraît très naturel. Mais finalement, on s'aperçoit que dans l'histoire des mathématiques, le zéro, c'est pas quelque chose qui... c'est pas du tout naturel dans l'esprit. Parce que si vous multipliez rien, qu'est-ce qui se passe ? Si je divise rien, qu'est-ce qui se passe ? Si j'ai plus rien, mais que de nouveau j'ai quelque chose... Si j'ai pas de moutons et que je peux pas survivre, comment je vais pouvoir avoir des moutons ? Si j'ai 2 moutons, je peux comprendre qu'ils se reproduisent si j'ai un peu de chance, ou si j'en ai un, je vais me mettre d'accord avec le voisin. Mais si j'en ai pas, là, c'est pas simple d'additionner ou soustraire ou multiplier. Donc l'idée d'avoir une notation centrale qui est de ne rien avoir, évidemment, va falloir attendre les Indiens puis les Arabes pour arriver dans le monde occidental, pour qu'on commence là-dessus. Mais par exemple, on peut voir que si on va en Angleterre, il n'y a pas de rez-de-chaussée, il n'y a pas d'étage 0, il y a un étage 1, parce qu'on a commencé à faire des étages avant que ça soit vraiment naturel. Donc, c'est pas toujours naturel d'avoir un étage 0, par exemple. D'accord. Mais justement, cette formalisation des ensembles de nombres, tels que le font l'utilisent les mathématiciens, le pratique mathématicien, ça arrive très très tard, c'est même 19e. Ah oui, alors on a plein de paradoxes chez les Grecs, et il va falloir effectivement arriver à un formalisme des nombres qu'on va avoir. C'est un peu, on veut tout mettre en équation, hein. C'est vraiment la physique qui va amener ça. La physique, c'est l'idée de se dire, on va expliquer le monde. Donc la biologie va essayer à cette époque-là aussi de manière... avec plus ou moins de succès suivant les domaines, et puis les maths aussi. Donc on va commencer à axiomatiser, je ne sais pas comment dire, à faire des axiomes, donc un ensemble de règles qui va permettre de construire des nombres. Parce que qu'est-ce que l'infini, par exemple ? Est-ce qu'il existe un nombre plus grand ? Est-ce qu'il y a des nombres particuliers ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les nombres ? Ça va beaucoup
beaucoup intéresser les gens et beaucoup tracasser les gens, quoi. Comment un infini peut être plus grand qu'un autre? C'est ce que dit Xénon, par exemple, chez les Grecs. J'ai deux cercles, il y en a un qui est dans l'autre, donc ils ont une infinité de points. Comment on peut avoir un infini qui est plus grand qu'un autre infini? Ça, va falloir formaliser un peu ce que c'est qu'un nombre, un infini, etc. Et ça, c'est vraiment le grand travail des numériciens, des logiciens de la fin du 19e. Et si on n'avait pas ça, on n'aurait pas d'ordinateur, puisqu'on ne pourrait pas compter. Remarque de Nat Maza, concernant l'histoire des nombres, le document du défunt Denis Goethe, L'Empire des nombres, est remarquable. Effectivement, il avait repris toute cette histoire des nombres. Denis Goethe, qui était aussi un mathématicien bien connu, là, le théorème du perroquet. Le théorème du perroquet, voilà, qui avait beaucoup contribué à la vulgarisation des mathématiques. Et alors justement, les nombres, on a parlé du zéro, on parle des nombres négatifs, on parle de nombres remarquables. Finalement, est-ce qu'on pourrait parler de nombres imaginaires aussi, qui sont un concept finalement de nombres qui ne sont pas du tout naturels, mais qui servent à plein de choses en physique, par exemple? Alors, ils arrivent à peu près au XVIe siècle, hein, ces nombres-là. On leur donne plein de noms, les nombres complexes, les nombres imaginaires. Alors, moi, je trouve que c'est une très mauvaise dénomination dans tous les cas. Donc, on les a appelés imaginaires ou complexes parce que concrètement, ils vont servir à résoudre un truc qu'on apprend dès l'école, qui est comment faire... On dit toujours, il n'y a pas de racine de nombre négatif. Racine de -1 n'existe pas. Et donc, au XVIe siècle, on va commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on pourrait définir quand même dans quel univers, dans quel espace on pourrait commencer à définir ces nombres-là. Et donc, on va avoir une partie réelle, une partie imaginaire. Donc, au lieu d'avoir une droite des réels, on va avoir un plan des nombres avec une partie réelle, une partie imaginaire. Et pour les gens de l'époque, c'était juste un objet pour arriver à calculer. Calculer des équations. Et d'autant plus qu'on montre qu'il n'y aura pas de formule pour des équations supérieures à 5. Donc ça, c'est plus possible. Donc on a un objet qui, en fin de compte, ne sert qu'à montrer que des choses sont possibles ou pas possibles. C'est pour ça qu'on parle d'imaginaire. D'accord. Moi, je pense qu'on en garde des traces parce que c'est extrêmement contre-intuitif de travailler sur des... Bon, si on commence par dire que quelque chose est complexe, en général, c'est pas très bon pour l'apprentissage. C'est pas vendeur, quoi. Hein, pas vendeur. Si on les avait appelés les nombres sexy, je pense que ça marcherait beaucoup mieux, quoi. Mais bon... C'est pas comme ça qu'on les a appelés. En tout cas, moi, je me souviens très bien de l'apprentissage de nombres complexes ou imaginaires en terminale, et c'est un souvenir assez fort, parce que c'est vrai qu'on ressent la puissance que ça peut avoir derrière. C'est quelque chose d'assez... Oui, et puis on verra à la fac des logs de nombres négatifs. Voilà, c'est magique, ces choses qu'on croit ancrées en disant il n'y a pas de racine de nombres négatifs. Voilà, une équation de second degré n'a de racine que si le racine discriminant est positif. Voilà, bon. Tous ces trucs-là, on les a appris, et d'un seul coup, pouf, ça vole en éclats, en se disant mais oui, mais on pourrait imaginer un monde où c'est différent. Et ce monde, il a un sens en plus. Alors finalement, est-ce qu'on arrive à définir ce que c'est qu'un nombre? Est-ce que c'est quelque chose que... Pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un nombre? Pour moi, un nombre, je dirais que c'est une représentation abstraite d'une quantité. Voilà. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va le munir d'opérations, c'est surtout ça, c'est qu'on va le munir d'opérations qui vont permettre de compter, de dénombrer, de se poser des questions sur des propriétés qu'on va avoir, et donc après de faire de prendre des modèles, de faire de la création, de faire de la modélisation, de faire tout ce qu'on peut faire avec des nombres. Et bon, c'est comme on disait, après la perception, je me disais, c'est voilà, entre le nombre et sa compréhension, il y a un monde. Donc c'est l'exemple que je donnais avant qu'on ait ce truc-là, c'est que si on interroge des gens dans la rue qu'est-ce qui est plus grand entre 2 tiers et 3 cinquièmes, donc des gens qui ont fait des maths vont dire 2 tiers c'est 0,66 c'est des poussières. 3 cinquièmes, c'est à peu près 0,6, exactement 0,6, donc 0,66 c'est plus grand que 0,6. Mais la plupart des gens auront du mal à quantifier qu'est-ce qui est plus grand entre 2 tiers et 3 cinquièmes. Par contre, à quelqu'un qui boit, est-ce qu'il vaut mieux prendre 2 bouteilles de vodka à 3 ou 3 bouteilles de vodka à 5 ? Intuitivement, la réponse est assez nette. D'accord ? Donc on a quand même une conception des nombres. On a une conception de comment on va diviser les choses, comment on va les partager, et puis après, on peut aller au-delà de cette intuition et puis chercher à la construire un petit peu plus, voire aller contre ces intuitions. Et est-ce que tu as des nombres préférés, un nombre préféré ou des nombres préférés
Je me suis jamais posé la question comme ça. J'ai pas de passion pour le nombre d'or sur lequel on parle souvent sur les maths. C'est pas du tout ma passion. Je trouve que voilà, il a autant d'intérêt que racine de 2 ou 34 ou je ne sais quoi. Non, il y a des bibliothèques de propriété sur les nombres. Je pense qu'ils ont tous leur intérêt à un moment ou à un autre. Voilà. Alors, les nombres, ils servent à plein de choses. Il y a les nombres de tous les jours qui servent, par exemple, dans ton livre, tu parles des nombres Frobenius qui servent à l'optimisation. Il y a les nombres de la vie courante qui sont utilisés notamment dans les codes correcteurs d'erreurs. Et ça sert ça d'ailleurs pour des choses très très concrètes quand on achète des billets d'avion ou même des billets de train. Aujourd'hui, quand tu achètes ton billet de train, on fait ce qu'on appelle du yield management, c'est-à-dire qu'en fait, tu achètes ton billet de train, puis tu retournes 1 heure après, puis tu t'aperçois que ton billet de train il a augmenté de 30 €, t'as pas compris pourquoi, et en fait, c'est parce que derrière, ils utilisent un algorithme justement lié à ça. Alors, c'est quoi qu'ils font ? Le yield, c'est le revenu, en fin de compte. C'est comment dire, le but, c'est de gagner de l'argent. Il faut quand même dire les choses, qui est le but de toute entreprise privée, dont la SNCF. Donc, avec une particularité, c'est parce que ça a commencé dans les avions. En gros, si on prend pas un billet sur Air France, on va le prendre sur, je sais pas, sur British Airways ou ce que vous voulez. Dans le train, c'est différent parce que si on ne prend pas le train de 7 heures, on prendra le train de 8 heures. Et si on ne prend pas le train de 8 heures, on prendra le train de 17 heures. Donc, le yield management est un peu différent. Et les premiers qui ont commencé ça, c'est les compagnies asiatiques avec un slogan, c'est un client, un billet. D'accord ? Donc, c'est assez net. Et donc, l'idée, on a différentes choses dont on parle sur l'adresse IP pour y revenir, mais globalement, c'est surtout par rapport à l'heure à laquelle vous allez faire ça. Et la question, c'est est-ce que la compagnie va réussir ou non à vendre ? Est-ce que si je rajoute 3 € à la fin, je vais retourner me taper une demi-heure de recherche sur Internet pour trouver un billet 3 € moins cher ? Oui, non, ça, chacun fait ses choix et j'ai pas d'avis là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que la compagnie qui est derrière, que ce soit l'intermédiaire, un last minute, un Opodo ou n'importe quoi, ou la SNCF ou la compagnie aérienne, son but, c'est d'optimiser son revenu. Elle va l'optimiser comme ça, elle va l'optimiser aussi parce qu'elle sait que même si ceux qui réservent des billets, il y en a qui ne viendront pas, donc on va en survendre aussi. Donc elle va chercher à l'optimiser par un certain nombre de manières. D'accord. Et donc là, il y a effectivement un algorithme derrière qui va... Il y a tout un tas de gens qui sont là pour justement... il y a 20 ans, quand on prenait des billets des avions, ils étaient aux 3/4 vides. Aujourd'hui, les avions sont quasiment tous pleins quand même. On a optimisé au-delà de l'aspect écologique de l'avion. On remplit beaucoup plus les avions aujourd'hui qu'on les remplissait il y a même 10 ans. Alors les nombres, on les manipule également, on fait des statistiques avec, c'est ton domaine, on fait de l'échantillonnage par exemple. Est-ce que tu peux dire un tout petit peu ce que c'est que l'échantillonnage et à quoi ça sert ? Est-ce que c'est... on va recommencer sur statistiques. D'abord, le stat de statistique, c'est l'État. D'accord. Donc l'idée, c'est si on veut pouvoir avoir une politique, il faut être capable de l'évaluer. Alors, on peut réagir aussi aux faits divers, etc. Mais il faut un moment qu'on évalue si on met une taxe ou si on enlève de l'impôt à droite pour le mettre à gauche. Ou il faut se poser la question de l'utilité ou non d'un point de vue économique. Après, on peut l'avoir d'un point de vue politique, mais c'est une autre question. Et évidemment, si on peut interroger tout le monde, c'est très bien, et puis on pourra savoir ce que pensent les gens. Mais souvent, ça, c'est trop lourd pour faire ça. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un échantillon, c'est-à-dire un sous-ensemble de cette population. D'accord ? Donc, concrètement, on ne fait pas par exemple de sondage après les élections, on en fait avant, parce qu'une fois que l'élection est passée, alors on peut en faire pour voir en gros la différence entre ce que déclarent les gens et puis ce qu'on voit comme résultat. Donc, ça va servir pour les corrections, mais pas pour prédire ou prévoir le résultat. D'accord. Et sur les sondages, justement, tu parlais des sondages d'élection, ils ont beaucoup été critiqués, ces sondages, parce que les résultats, finalement, des sondages et ceux des élections, parfois, sont très divergents, on va dire. Est-ce que... Alors, oui, on dit toujours qu'on peut tricher avec les stats, mentir avec les stats. Il y a un truc de base, c'est que c'est beaucoup plus simple de mentir sans stats. Donc ça, c'est le truc de base. Et effectivement,
on peut noter que quand on parle des sondages, c'est rare qu'on invite des statisticiens ou des mathématiciens. On invite des politistes, des économistes, des gens tout à fait pertinents, mais qui n'ont que peu de vision de comment on travaille à partir de ces quantités. Donc il y a quand même des gens dont c'est le métier de faire des sondages ou de faire des échantillons pour estimer une quantité sur une population. Et il y a aussi, on peut faire des recensements avec les nombres, avec la statistique, ce qui peut servir dans les statistiques publiques dans ce cas-là. Alors, le recensement, c'est une idée le grand fanat des recensements en France, ça aura été Vauban. Le premier, Vauban, son rêve, ça va être de faire... Alors, ça ne se fera pas de son vivant, ça se fera peu de temps après. Les Suédois le feront à peu près de son vivant. Parce que, en gros, Vauban, ce qu'il veut savoir, c'est combien il peut avoir de soldats. C'est ça, tant qu'on ne sait pas, on n'a pas de recensement, on ne sait pas combien on va pouvoir envoyer de gens. On va avoir et donc après, on fera des recensements pour trouver combien on a d'hommes, combien on a de femmes, combien on a d'abrutis, c'est vraiment de cet ordre-là, avec un grand passage qui va être la crise de 29, où avant la crise de 29, on fait beaucoup de stats pour la production agricole, pour savoir en gros, pour être capable, pour la bourse, de savoir qu'est-ce qu'on va avoir comme production. Et puis la bourse s'écroulant, il n'y a plus besoin de stats là-dessus. Par contre, on est incapable de compter le nombre de chômeurs ou de savoir à quoi servent les politiques. Donc ça va être le début de la quantification dans les politiques publiques, surtout aux États-Unis puis en Europe, à partir de ce moment-là, même s'il y a déjà un recensement tous les 10 ans. Les nombres servent donc à beaucoup de choses. On peut aussi parler de nombres un peu particuliers, les grands nombres. Il y a des nombres qu'on appelle le Gogol ou le Gogolplex. Donc, le nom Google lui-même est issu de cette dénomination d'un grand nombre. Et puis il y a des nombres qu'on ne peut même pas écrire avec des puissances. On a l'habitude d'écrire des grands nombres avec des puissances de 10. Le Gogol, c'est 10 puissance 100, donc un 1 avec 100 zéros derrière. Le Gogolplex, c'est 1 à la puissance, enfin c'est 10 à la puissance Gogol, donc c'est encore énorme, voilà. Mais il y a des nombres qui sont tellement grands qu'on ne peut même pas les écrire avec des puissances, et les mathématiciens inventent des écritures un peu particulières. Enfin, je suis toujours assez impressionné par ces écritures un peu bizarres qu'on peut inventer. Les premiers qui ont fait des grands nombres, c'est des astronomes, parce que c'était tout de suite des grandes distances, des temps très longs. Aujourd'hui, l'informatique, on invente chaque quelques années. Je ne vais pas quantifier, histoire de ne pas dire de bêtises, mais on gagne un facteur d'échelle, et à chaque fois qu'on gagne un facteur d'échelle, on invente un nombre, et à un moment, il faut inventer des manières d'écrire, parce que ça devient plus gérable, quoi. Parmi les nombres entiers, il y a des nombres très particuliers que j'aime bien, qu'on appelle les nombres premiers. On dit souvent que ce sont les briques de base des nombres. Et il y a énormément de recherches qui sont faites sur les nombres premiers. Alors, ce n'est pas des nombres qui servent dans la vie de tous les jours, le nombre premier, on va dire. Si. Ça sert dans la vie de tous les jours. Par exemple, je ne sais pas moi, ta carte, par exemple, ton numéro de sécurité sociale, c'est-à-dire ou ton RIB ou je ne sais pas quoi, tu as toujours une clé. D'accord ? Donc, tu as, je ne sais pas, un certain nombre de numéros de sécurité sociale, tu as 13 nombres, ton numéro de carte bleue, un certain nombre, 16 de mémoire. Toutes ces choses-là. Et ce qu'on va avoir, c'est on va utiliser le reste de la division par un nombre premier. En général, par 97, parce que c'est le plus grand nombre premier, inférieur à 100, donc où il y a le moins de risque de confusion. Mais la clé qu'il y a là est en général le reste par une division d'un nombre premier, pour justement s'assurer que ce nombre est valide. D'accord. Et le nombre premier, ça va aussi pour la cryptographie. Ils sont des clés de la cryptographie. Alors, on a une remarque de Nat Maza qui dit que dans l'univers, il y a environ 10 puissance 80 particules, disons, environ. Donc, on est très loin de l'infini que manipulent les mathématiciens. Alors, c'est vrai que 10 puissance 80, ça paraît très limité. Hein, c'est plus petit que ce Gogol, ce nombre Gogol dont on parlait. Donc, finalement, les physiciens manipulent des nombres petits, entre guillemets, par rapport à ce que peuvent manipuler les mathématiciens. Dès qu'on laisse l'imagination se débrider, on peut aller vraiment dans des choses énormes. Donc là, on reste petit, si je puis dire. Mais ils arrivent quand même à manipuler des nombres quasi infinis. Les mathématiciens, ils ont des... Oui, parce qu'il y a peut-être 10 puissance 80 atomes, ça, ok, mais
on peut se retrouver avec des puissances de calcul. Par exemple, on parlait de ChatGPT, on parle de milliards. De combinatoire. Voilà, la combinatoire va être extrêmement importante. Je ne serais pas sûr que, par exemple, le nombre de combinaisons au Go ne soit pas supérieur à 10 puissance 80. Oui, c'est plutôt de 10 puissance 200, je crois. Effectivement, donc on parle de 10 des atomes dans l'univers, parce que chez les Grecs, justement, les premiers essais sur les 10 puissance quelque chose, on parle de myriades de grains. Je ne sais plus, c'est Archimède qui cherche combien il y a de grains de sable dans l'univers. Et donc, je fais des calculs sur ce qu'on parle des nombres premiers. On pourrait se poser des questions, qu'est-ce que c'est qu'un nombre second, ou ce genre de choses, quoi. Et les nombres amènent aussi nécessairement à la numérologie. Alors tu parlais du nombre d'or, qui est quand même un peu particulier, parce qu'il y a plein de gens qui trouvent des propriétés très particulières, alors finalement tous les nombres ils n'en ont pas, mais finalement tous les nombres ont des propriétés. Alors on va passer à une deuxième partie, donc là j'essaie de suivre un petit peu le sommaire de ton livre. Une deuxième partie que vous avez appelée prévoir, avec Quentin, et donc là c'est le problème de la modélisation. En fait, une fois qu'on a des nombres, qu'on sait calculer, on essaie de faire un modèle, et on essaie de prévoir les choses. Et justement, un modèle mathématique, finalement, c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut définir? Alors, d'abord, on avait fait 4 parties, donc effectivement, on ne voulait pas faire, je sais pas, analyse, algèbre, géométrie, ou théorie des nombres, ou je ne sais quoi. Donc, on a cherché 4 verbes, donc voilà, qu'on est en train de suivre, qui étaient dénombrer, prévoir, coder, créer. Donc, prévoir un modèle mathématique, c'est une représentation simplifiée de la réalité. Il y a à peu près, je dirais, la même chose qu'entre un modèle et la réalité, qu'entre un modèle dans la mode et une personne physique dans la réalité. C'est-à-dire que c'est une représentation qui va permettre de se poser des questions sur les propriétés, ou qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qu'on peut prévoir, qu'est-ce qui est important dans le modèle ou qui ne l'est pas. Ça sert à ça. Donc ça sert à la fois à expliquer et à prévoir. D'accord. Et justement, ces modèles, c'est des équations. Est-ce qu'on peut définir simplement ce que c'est qu'un modèle? On parle souvent les mathématiciens parlent d'équations aux dérivées partielles, les EDP. Il y a même des laboratoires entièrement dédiés au travail sur les Tout à fait, qui font des choses EDP. Tout à fait intéressantes et utiles. Ce qu'on peut se poser comme question, c'est à un temps donné. Aujourd'hui, on sait que ça se passe comme ça. On a l'état d'un système, qui soit un système physique, qui soit un système économique, qui soit un système biologique. Donc, on a pris des mesures là-dessus, donc de variables. Et puis, on l'a à différents temps, et on se demande ce qui va se passer dans un temps suivant. Donc, dans les dérivées partielles, ce qu'on regarde dans les dérivées, c'est en gros, c'est la variation. Donc, ce qu'on regarde, c'est la variation de quelque chose en fonction de paramètres donnés. C'est ça qu'on utilise la notion de dérivée. Donc ces modèles-là sont des modèles qui regardent l'évolution plus que l'état. Typiquement, je peux donner mon poids, me dire que c'est pas très lourd ou que c'est très lourd, mais je peux aussi me poser la question de c'est pas la même chose si je viens de gagner 5 kilos dans le mois ou si je viens de perdre 5 kilos dans le mois. Donc mon poids a un intérêt, et je peux prédire mon poids en fonction de mon âge, le fait que je fais un dry January ou pas, ou le fait que voilà, un tas de choses diverses et variées. Et puis, je peux aussi chercher à prédire l'évolution du poids, c'est-à-dire me dire, si j'arrête de boire, est-ce que je vais perdre 1 kilo, ou si je me mets au sport, qu'est-ce que ça va faire? Et puis, se dire, si je dépense 10 000 calories, je vais perdre à peu près 1 kilo de graisse, ou je ne sais quoi. La physique est une grande pourvoyeuse de modèles mathématiques. Il y a beaucoup d'équations qui sont issues de la physique, qui permettent justement qui mettent le monde en équation. Alors, je vois ton tropisme pour la physique. La physique, ce qui a fait progresser les maths au XXe siècle, à partir de la fin du XIXe jusqu'au XXe siècle, c'est clair que la physique a été le grand moteur des maths. Aujourd'hui, on pourrait se poser la question si la biologie et aussi l'informatique, on parlait de ChatGPT, fait évoluer aussi, mais surtout la biologie, c'est pas le moteur aujourd'hui des mathématiques, je pense. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle toujours de choses abstraites, mais il y a un aller-retour constant entre la théorie et la pratique. C'est parce qu'on se pose des questions nouvelles qu'on va développer des outils nouveaux, et c'est parce qu'on développe ces outils nouveaux, les gens vont se poser la question peut-être de pouvoir atteindre des choses nouvelles
à travers ces outils. Donc il y a l'idée de séparer par exemple maths appli et maths théorique est pour moi un non-sens parce que les deux se nourrissent naturellement. On a une remarque de motivé d'apprendre. La loi de l'enfant unique en Chine était basée sur les EDP, fun fact. D'accord. Voilà, donc ça, ce qui est assez drôle, effectivement, ça permet de... j'imagine qu'avant de prendre une loi pareille, il faut une modélisation pour savoir ce que ça va donner. L'idée de l'enfant unique, c'était de stabiliser la population en Chine. Donc oui, on est vraiment dans l'idée d'évolution. Personnellement, je ne savais pas, donc je regarderai. Merci pour le retour, mais oui. Alors, quel est justement il y a des modèles qu'on appelle déterministes, par exemple une équation d'évolution de la chaleur, etc. Et puis des équations, des modèles stochastiques. Stochastique. Donc, quelle est la différence et alors quoi ça sert? Le stochastique, ça vient ça veut dire qu'il y a de l'aléa. Hein, donc l'aléa, je crois que le mot aléatoire vient de D. Donc l'idée, c'est qu'on va se dire qu'on ne maîtrise pas tout. Dans un modèle déterministe, si je refais tourner le modèle, j'obtiens la même chose. Si je dis que mon poids, c'est mon âge c'est tant de fois mon âge plus tant. Par exemple, on va dire, je sais pas moi, on dit le rythme cardiaque maximum, c'est 220 moins âge. Ça, c'est un modèle déterministe. D'accord ? J'ai l'âge, j'ai le rythme cardiaque théorique. Après, on peut se dire, il y a plein de facteurs qu'on ne maîtrise pas. On a parlé de l'âge, peut-être que le poids va jouer aussi sur le rythme cardiaque, la quantité d'effort, un tas de choses. Donc en gros, si je prends deux personnes différentes, je n'obtiens pas le même rythme cardiaque maximal. Donc il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et on va essayer de décrire ces choses qu'on ne décrit pas, qu'on n'explique pas. Entre quelles bornes elles sont, quelle est la moyenne, est-ce qu'il y a beaucoup de variabilité, est-ce que... Voilà, qu'est-ce qu'on a comme propriété autour et qu'est-ce qu'on va pouvoir sortir peut-être comme chose déterministe, mais qui vont, par exemple, l'homme moyen, hein, chez Quetelet, c'est une abstraction de qu'est-ce que c'est que... à partir de toutes les variations des gens, et lui, ce qui l'intéressait, c'était encore les soldats. Quelle quantité de tissus on va avoir besoin pour faire des uniformes. Donc, il y a une variabilité entre les gens, mais à la fin, il faut être capable d'avoir une commande de tissus. Bon, décidément, les militaires aiment bien les modèles. Alors, les militaires ont des jolis modèles, ont des jolis modèles, mais... Alors justement, donc les modèles stochastiques, ils ne sont pas issus vraiment en général, en physique, on n'a pas tellement de modèles stochastiques, si Alors la physique statistique, on va avoir quand même beaucoup de choses sur lesquelles, par exemple, tout ce qui est la physique atomique, la position des atomes dans un système, c'est quelque chose qu'on ne sait décrire que de manière aléatoire, parce qu'on n'est pas capable de décrire précisément la position de chacun des atomes. Donc on va avoir une notion extrêmement... tout le monde, l'aléatoire va avoir un sens très, très marqué dans... C'est ce que fait par exemple la dernière médaille Fields sur ces modèles de physique stochastique. Voilà. Oui, dans le quantique finalement il y a beaucoup d'aléatoires. Il y a beaucoup d'aléatoires aussi. Dans le monde des atomes. Alors dans l'aléatoire, on pense évidemment à des jeux de hasard. Hein, tout de suite le loto, la roulette. La roulette, c'est un jeu de hasard ou parce que a priori les lois sont déterministes en roulette, donc on pourrait dire. Si on était capable de complètement décrire comment on envoie la boule, oui, ça serait déterministe. Il y a et on a fait appel à des statisticiens pour savoir si les manières par exemple de jouer au blackjack étaient optimales ou pas. Comment on mélange un jeu de cartes, hein, ça c'est un classique des maths. Sauf qu'on n'est pas capable. Donc, par exemple, la roulette, ça a amené la base des probabilités, savoir si on allait gagner ou perdre à un jeu, des jeux de hasard. La roulette, c'est simple, le zéro est pour la banque. Donc le zéro est ni pair ni impair dans le jeu de roulette, et c'est le gain du casino. Et sur le loto, il y a plein de gens qui imaginent qu'en étudiant les tirages passés, ils vont pouvoir prévoir les tirages futurs. Ça, c'est que... Alors, on peut jouer d'abord pour s'amuser, sans avoir une obsession du gain, peut-être un fantasme de ce qu'on ferait avec. Donc ça, très bien, chacun fait ce qu'il veut et j'ai pas du tout de jugement là-dessus. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la Française des Jeux joue
à faire rêver les gens. Mmh. Ce qu'on voit, c'est qu'en gros, plus on pense qu'on va gagner beaucoup d'argent, moins on s'aperçoit qu'on a de chances de perdre. Ça, c'est les économistes comportementaux, à la Kahneman. Il y avait dans la main invisible du marché d'Adam Smith, on pensait qu'il y avait une vision rationnelle des gens, et puis ce qu'on voit, c'est qu'on n'est absolument pas des personnes rationnelles économiquement parlant, peut-être pour d'autres choses, mais économiquement non. Et donc ce qu'on voit, c'est que les gains sont de plus en plus, qu'on met en avant sont de plus en plus gros, ce qui permet à l'État de ponctionner de plus en plus. D'accord ? En gros, si vous augmentez de 2 fois le gain maximal, vous pouvez diminuer de plus de 2 fois la probabilité de gain. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec l'euro million, l'État ponctionne plus que 50% des mises, alors que dans le loto, on était à 30-40%. Donc plus on fait croire aux gens qui vont gagner, et moins on peut les faire gagner. Donc il y a un jeu assez... Donc si on voulait prévoir les choses, en réalité, plutôt que savoir si les tirages passaient, parce que ça n'apporte pas d'informations, ce qui serait plus intéressant, c'est d'avoir ce qu'ont joué les gens. Parce que si on joue un numéro que personne ne joue, on a tout le gain. Si on joue un numéro que 10 personnes ont joué, eh ben, on a 1/10 des gains. Donc, et ça, la Française des Jeux ne le donne pas. Bon, il n'y a quand même pas de martingale, en tout cas. Non, mais les gens jouent plutôt leur année de naissance ou leur jour de naissance, donc les numéros au-delà de 31 sont moins joués que les numéros avant 31. Voilà, donc si vous voulez maximiser vos gains, il faut... Voilà. Si j'étais racoleur, je pourrais dire qu'on donne les numéros les moins joués dans notre livre, mais c'est pas pour ça qu'on va gagner. Les nombres, les modèles sont aussi utilisés pour les élections. Pour les élections, il y a les modes de scrutin, il y a la fameuse histoire des votes de Condorcet, savoir quel type de scrutin est le plus juste et pas le plus juste. Ça permet aussi de savoir si on fait des votes sincères ou plutôt des votes stratégiques. J'imagine que les politiciens qui s'occupent d'élections regardent de très très près ce type... Ils regardent plein de choses. Ils regardent le découpage électoral. Ils regardent... Dans les élections, à la base, il y a 2 choses. Soit vous voulez être représentatif du territoire, soit on veut être représentatif des gens. C'est ce qu'on voit par exemple dans les élections de députés. On a un député pour tant d'électeurs. Dans les sénatoriales, on a des députés, des sénateurs par circonscription. Donc c'est pour ça qu'on va plus représenter les campagnes dans le Sénat qu'on va les représenter dans l'Assemblée nationale. C'est deux manières de faire. Après, il y a plein de... Même en France, on n'élit pas les maires de la même manière qu'on élit les députés, qu'on élit les sénateurs ou un certain nombre d'autres représentants de l'État. Donc il y a plein de manières de faire. Il y a des variations. On a des grandes discussions sur est-ce qu'on doit être sur la proportionnelle ou non. C'est presque sans fin. Ce qui est sûr, c'est que les gens qui cherchent à manipuler... on a toujours dit, par exemple, que le scrutin majoritaire était une manière de contenir le vote du Front National. Ou du Rassemblement national suivant les époques. Ce qu'on a vu aux dernières élections, c'est que même dans un scrutin majoritaire, il y a des députés du Rassemblement national. Donc c'est pas... c'est une contre... Voilà, ça va peut-être marcher un temps, ça marchera pas, ça marchera peut-être après, peut-être que la proportionnelle fera d'autres choses. Donc oui, on vérifie, on voit d'autres choses. Ce qui est sûr, c'est qu'est-ce que ça veut dire être juste. Oui, voilà. J'avais posé la question. Qu'est-ce que c'est finalement un système électoral juste ou pas juste? Est-ce que mathématiquement, ça se définit pas vraiment? Alors, il y a plusieurs choses. Par exemple, le scrutin majoritaire, comme on le fait actuellement, tend à dire que les gens qui ont perdu, donc si on vote pour le perdant, ce qui est le cas d'une partie des électeurs, on a une impression de vote inutile. Donc la notion de vote utile est quand même, c'est pour ça qu'on va avoir des votes stratégiques, etc. Et il est important dans une démocratie que les gens se sentent impliqués. Si on a l'impression que son vote est inutile, ça pose des problèmes de représentativité assez marqués. Le scrutin à 2 tours a longtemps été, contesté par les politistes quantitatifs, avec des exemples. On a vu des exemples en France, on en connaît en Louisiane avec le Ku Klux Klan qui arrive aussi au 2e tour. On a vu par exemple en Suisse, puisqu'on avait des amis en Suisse, qu'il y a eu même des tentatives à 3 tours de scrutin.
Après, dans des pays comme la Suisse, on est habitué à voter. En France, déjà, c'est plus compliqué de faire un troisième tour. Je pense que ça serait compliqué, mais Pourquoi pas. pourquoi pas. Tu peux dire un mot du gerrymandering, le découpage électoral? Moi, je suis toujours impressionné qu'on voit ces cartes de découpage, de circonscription qui sont conçues justement pour favoriser un camp ou l'autre. Alors, il y a un truc. Alors, oui, on peut avoir les résultats de son bureau de vote. Ouais. Moi, j'aime bien regarder, par exemple, ce que vote. Moi, j'habite un grand immeuble, donc en gros, ton immeuble. voilà, c'est l'immeuble et l'immeuble d'à côté, donc j'aime bien savoir ce que votent mes voisins. Donc, bon, ça vaut ce que ça vaut. Hein, et c'est parfois intéressant. Mais je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. Pendant très longtemps, on n'avait pas la localisation des bureaux de vote. D'accord. On savait que c'était dans l'école de Trucmuche. Moi, mon bureau de vote est dans l'école primaire en bas de chez moi, mais on n'avait pas les coordonnées géographiques de ça. Donc, il y a eu un projet assez joli pour localiser les bureaux de vote. Donc maintenant, tout le monde a accès à ça. Donc on savait par exemple que c'était au bout de la rue du village, ou que c'était en face de la mairie, ou que c'était dans une petite ville. Et donc il y a eu justement le GERI, hein, c'était comment on va faire un découpage pour être sûr d'avoir un maximum de députés. Donc si vous avez vos opposants qui sont très majoritaires dans un endroit, vous allez faire une circonscription avec que eux, et puis si vous êtes à la limite par exemple 60-40, ça serait pas mal, parce que comme ça vous allez garder la circonscription même s'il y a ce découpage. Il y a des spécialistes pour ça, il y a des très grands spécialistes. En pratique, ça marche qu'un temps. Voilà, ça, on voit par exemple dans l'électorat parisien, on a vu un basculement de sociologie et de vote entre les différents arrondissements, même s'il y a des choses qui restent assez marquées. Dans ta partie du bouquin sur prévoir, là, j'avais bien aimé cette histoire de périodicité des naissances, équilibre et périodicité, notamment pour savoir si il y avait des effets de la pleine lune sur la naissance. Donc ça, c'est quelque chose qui est raconté dans plein de... En tout cas, c'est un classique de modélisation. Voilà, modélisation. Et donc justement, c'est Jérôme Pérez, je crois, qui est par ailleurs un bon ami, qui a fait cette étude assez précise et qui a vu qu'il n'y avait pas de périodicité à 29 jours, mais une périodicité à 7 jours. Voilà, alors le jour où il y a le moins de naissances en France, c'est le 25 décembre. Ouais. D'accord. Alors, non pas pour des questions ni religieuses, pas directement religieuses, c'est tout simplement parce qu'il y a moins de médecins. Donc la périodicité à 7 jours, c'est simple, il y a moins de naissances le dimanche, parce que c'est plus simple de déclencher un samedi ou un lundi, ou d'attendre le lundi, tout simplement parce qu'il y a moins de personnes à l'hôpital le dimanche que le vendredi, quoi. D'accord. Voilà. Donc pas d'effet de la pleine lune, mais effet dimanche. Effet dimanche, et pour ça justement, il faut faire ce qu'on appelle une transformée de Fourier, hein, c'est ça, voilà. Une sorte de petite opération mathématique qui permet de mettre en évidence ces périodicités. Ces périodicités, on les a par exemple sur la marée aussi, et elles ont longtemps été utilisées sur des décompositions. Tout à fait. Oui, d'ailleurs, c'est au CNAM, je crois qu'il y a un magnifique marégraphe. Le marégraphe de Kelvin, ça c'est un très très bel objet. D'accord. Il est exposé, on peut aller le voir du coup Alors il doit être dans les réserves actuellement, mais je n'arrête pas d'expliquer qu'il faut le montrer, parce que il y en a un à Londres qui est très beau aussi, mais c'est quand même c'est une très belle machine justement pour prévoir les coefficients de marée. Ouais. À partir des périodicités de la Lune et du Soleil. D'accord. Et donc, c'est avec un système de roues qui reproduit justement ces cyclicités. C'est avec ça qu'on a prévu le débarquement, par exemple. D'accord. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore d'ordinateur, et savoir s'il y a 1 mètre de plus d'eau ou de moins quand on débarque, c'est quand même franchement fondamental. Voilà. Et donc cette transformée de Fourier, elle est faite mécaniquement Elle est faite mécaniquement à travers un système de poulies et de roues. Ouais. D'accord. Donc on travaille sur les cosinus en décalant du centre de la roue, et on a le coefficient devant le cosinus à travers la taille de la roue. D'accord. Voilà, ça marche très bien. Oui, c'est un bel objet en plus. C'est un très bel objet. Donc, voilà.
Une remarque, une question de motivate d'apprentice, pardon, c'est anglais, donc j'arrive pas bien à voir, sur les modèles de Kalman. Donc ça, c'est les prévisions boursières. Est-ce comment ça fonctionne, les prévisions boursières? C'est quelque chose qu'on arrive à faire. Il y a des modèles aussi, évidemment. Là, il y a plein de mathématiciens, Alors ça, des quants et des choses comme ça. ça. Alors là, l'aléatoire est en plein. Il y a beaucoup d'aléatoires dans cette histoire. Heureusement. C'est pas de ZDP déterministe. Non, 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 non. Il y a deux grands mondes pour ça. Il y a l'assurance et la finance. Donc, dans l'assurance, on aura les actuaires, hein, puisqu'on parlait de Vauban. La rente viagère, on ne sait pas combien il y a de personnes en France, mais la rente viagère existe déjà à l'époque de Vauban. Donc, les assureurs ont internalisé la compétence mathématique à travers les actuaires. Donc, on pourrait discuter de ce que sont les actuaires. Les financiers ont plutôt externalisé la compétence. Ce qui intéresse les financiers, c'est la variabilité des cours. Et c'est ça qu'ils vont chercher à modéliser. Parce qu'on ne va pas prévoir la valeur demain, mais savoir qu'on va rester, ou avec une grosse probabilité rester dans une gamme de prix. Ça, c'est ce qui va intéresser les gens. Et c'est là on va faire des produits dérivés pour dire que je vous payerai la différence si le cours du baril descend en dessous de temps ou monte au-dessus de temps. Voilà, à tant de jours. Donc il y a beaucoup... dans la finance, qu'on modélise le plus, c'est la variabilité des cours, plutôt que de savoir parce que ça, on ne sait pas faire en général, mais prédire le cours à un temps donné. D'accord. On passe à la troisième partie de ton livre, de votre livre avec Quentin, que tu as intitulé Coder, donc troisième verbe. Coder, donc là, évidemment, on rentre dans le monde de l'informatique. L'informatique, voilà. Il y a des gens qui disent que les maths, c'est de l'informatique sans ordinateur. Ouais. Ça, c'est plutôt les informaticiens qui disent ça. Pour dire que de l'informatique, c'est de la mise en pratique des maths, peut-être aussi. On voit quand même aujourd'hui beaucoup d'applications. Voilà. Et donc là, les nombres, en général, donc on est en base 2, en binaire. On a le 0 et 1 que tout le monde connaît. On sait que effectivement, c'est ce que comprennent les ordinateurs, c'est-à-dire circuit, en gros, soit il y a du courant qui passe, il n'y en a pas qui passe, 1 et 0, donc c'est le truc le plus simple. On pourrait imaginer, je sais qu'il y a des systèmes qui fonctionnent en base 3, en base 4, mais c'est des systèmes électroniques plus compliqués, mais on va rester en base 2. Et donc les ordinateurs, ils fonctionnent avec ce qu'on appelle des algorithmes. Finalement, un algorithme, c'est quoi, un algorithme? L'algorithme, c'est comme une recette de cuisine. C'est quelque chose qui dit qu'à pas à pas, si on fait quelque chose, on va obtenir quelque chose. J'aimerais juste revenir un tout petit peu en arrière sur ce qu'on parlait des modèles et sur coder. Jusqu'à, je dirais, récemment, donc je ne vais pas donner de date, mais quand je dis récemment, c'est peut-être une vingtaine d'années, c'est de l'explosion avec les moyens informatiques. Donc c'est pour ça que je vais peut-être revenir là-dessus. On faisait des modèles sur des nombres. Aujourd'hui, on fait des modèles sur beaucoup d'autres choses que des nombres. Quand on fait des modèles on parlait de ChatGPT, donc sur du langage, on fait des modèles sur des images, on fait des modèles sur du son, on fait des modèles sur beaucoup. Donc la donnée n'est pas obligatoirement quantitative. Donc ça, c'était juste... Et on va la transformer effectivement en choses quantitatives pour faire des modèles, mais à la base, que ça soit le son, que ça soit du texte, que ça soit des images, que voilà, elle va être analysée aussi pas nécessairement qu'avec des. Et donc ces algorithmes, c'est ce qui va, c'est vraiment, c'est une recette. C'est je prends ceci, je fais cela, si j'obtiens ça, je fais ça, si j'obtiens ça, je fais ça. Voilà. Et on parle beaucoup en ce moment de l'algorithme Parcoursup là, pour l'orientation post-bac. C'est un algorithme qui fait un peu peur. Est-ce qu'on a raison d'avoir peur de Parcoursup ou... Alors, savoir si on a peur ou pas, je pense qu'on a raison de se poser la question de ce qu'il y a derrière un algorithme. De manière, je pense qu'en tant que citoyen, on a exactement comme quand on vote pour quelqu'un, on doit pouvoir comprendre les implications de son vote. Dans les algorithmes, moi, il me semble naturel de pouvoir se demander qu'est-ce qui joue dans les algorithmes. Ou qu'est-ce qui est mis en branle dans cet algorithme, ou sur quoi c'est basé. Est-ce que c'est basé surtout sur les résultats scolaires? Est-ce que c'est basé sur une proximité géographique?
Est-ce qu'on doit sélectionner les élèves et sous quelle base? Je pense que c'est des questions citoyennes et c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir accès aux maths, parce qu'il y a quand même de plus en plus des choses technologiques, des choses scientifiques autour de nous, hein. Tu parles de Parcoursup, on parlait de ChatGPT tout à l'heure, on peut parler des réseaux sociaux, des fake news, ce qu'on veut, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc je pense qu'en tant que citoyen, on doit être capable d'avoir une vision critique là-dessus. Et pour avoir une vision critique, c'est quand même mieux de comprendre un peu ce qu'il y a derrière. à minima les choses derrière. Donc là, les informaticiens utilisent des langages, des langages informatiques qui sont assez variés. Il y en a quand même je sais pas, d'ailleurs, je n'ai aucune idée combien il y a de langages informatiques, mais il doit y en avoir des centaines. Ouais, on peut en générer autant qu'on veut, à peu près, voilà. Voilà. Alors c'est très différent des langages humains, des langages informatiques. On parle de langage naturel et pour le langage comme on est en train de parler, qui est un langage qui évolue avec le temps. Donc il a plein d'absurdités. L'orthographe française en est plein, donc on pourrait en discuter. Et puis, il y a des us et coutumes, des évolutions qui sont faites, qui font que on n'a pas quantifié les choses, on les a prises un peu au fur et à mesure, et puis on a une évolution du langage qui est comme ça. Pourquoi on accorde de telle ou telle manière? Qu'est-ce que c'est qu'un pronom? Je sais pas. Dans un langage informatique, il est structuré. Donc, quelque part, il a été fait pour être optimisé d'un point de vue logique. Le langage naturel, la logique n'est absolument pas un critère par rapport à ça. La logique, c'est qu'on soit capable d'exprimer des idées, des concepts, des émotions ou des choses différentes. Mais du coup, un langage informatique, normalement, s'il est logique, on ne devrait pas y avoir d'erreurs. Mais pourtant, il y a quand même des erreurs quand on code. Quand on code. Mais justement, il ne sait pas corriger ces erreurs. D'accord ? Il ne sait pas corriger les erreurs. Alors, les algorithmes sont avant tout des boîtes noires, les pires inhibiteurs des apprentissages en lycée. Aucun de mes cours n'en utilisait, alors Parcoursup, c'est une horreur. Donc, effectivement, c'est ce que tu disais, c'est que si on ne comprend pas ce qu'il y a dans les algorithmes, alors que finalement, les algorithmes, c'est quelque chose qui est tout à fait explicable. C'est normalement quelque chose qui est tout à fait explicable de comment je fais une recette de cuisine. Si je ne suis pas capable de décomposer cette recette de cuisine... ça va être compliqué pour faire une galette des rois. Il va falloir aller en acheter une. Qui sera soit chère, soit pas bonne, soit chère et pas bonne, soit peut-être si on a un bon boulanger en bas de chez soi. Voilà. Donc il faut pousser les profs à expliciter les algorithmes. Bien sûr, il faut. Très bien. On parlait des machines qui comptent. Dans le livre, vous avez pas mal de développement historique, et notamment, vous parlez de la Pascaline, qui est cette première machine qui est aussi une machine mécanique. On parlait tout à l'heure du marégraphe, mais finalement, la Pascaline, c'est aussi une machine mécanique, avec des petits engrenages qui tournent. C'est des choses qui sont très, très impressionnantes quand on voit notre téléphone portable, qui sont des ordinateurs aujourd'hui où il n'y a plus rien qui tourne. Quelque part, c'est magique, mais moins impressionnant, je trouve, du point de vue mécanique. On voit les choses qui se passent. Et évidemment, il y a une évolution terrible, extraordinaire pour arriver à ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. On va revenir un tout petit peu justement sur ChatGPT. On parle beaucoup en ce moment. Ça fait énormément de bruit. Il y a même je crois que c'est le ministère de l'Éducation nationale qui s'est prononcé pour dire non, il faut pas, la ville de New York interdit. Le danger que ça a pour vis-à-vis de la triche, évidemment. Par exemple. La triche, c'est un jeu du gendarme et du voleur. Si on ne triche pas comme ça, il y en a d'autres qui trichent autrement. Alors, est-ce que tu peux justement revenir un tout petit peu sur ce que c'est que ce ChatGPT, comment ça fonctionne, et finalement que c'est pas une baguette magique, c'est pas quelque chose d'universel, et que finalement on peut pas tout faire avec. Alors, tu prenais l'exemple des algorithmes, donc j'ai juste un tout petit peu, et de la Pascaline. Donc la Pascaline, c'est un système de roues pour additionner et soustraire. Et c'est très bien, Blaise Pascal le fait dont on va fêter les 400 ans de la naissance cette année, l'an prochain, je crois. Le faisait pour son père qui était contrôleur des impôts. Ce qui va en gros passer de la Pascaline à l'ordinateur, c'est les métiers à tisser.
Donc c'est là qu'on voit il y a un détour dans la mécanisation, et donc comment ça se passait des métiers automatiques. On avait ce qu'on appelait des cartes qu'on rentrait, exactement comme on voit aujourd'hui parfois sur les marchés des orgues de barbarie avec des boîtes à musique, on tourne et puis il y a des trous et puis des petites barres de fer qui vont jouer, d'accord ? Ouais. Donc ça, c'est la mécanisation. Le nombre de variables, en fin de compte, ça revient au nombre de notes qu'il y a là-dessus. Dans ChatGPT, ChatGPT, c'est la mise en forme de ce qui s'appelait déjà GPT quelque chose. Donc on a eu GPT-1, GPT-2, GPT-3. GPT-3, c'est il y a 1 an ou 2, qui étaient des modèles de plus en plus compliqués. Donc, je crois que dans GPT-3, on était à 175 milliards de paramètres, ce qui est un truc complètement délirant. On pourrait parler du coût énergétique, mais je vais passer momentanément, sauf si tu veux qu'on revienne là-dessus. Donc, ces modèles-là, qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben, ils vont prendre des grosses bibliothèques de textes, et ils vont, à partir de là, si tu poses une question, chercher ce qui va le matcher le plus dans la banque de données par rapport à ça. D'accord ? Donc le premier, les chatbots, ça existe depuis les années 50, Elisa, et tout le monde s'extasiait déjà sur Elisa, comme on s'extasie aujourd'hui, moi le premier, sur ChatGPT, voilà. On essaye de faire un tas de choses pour lesquelles c'est pas fait, c'est pas très grave, on s'amuse avec, c'est très drôle. Après, ce que ça montre aussi, c'est qu'on produit beaucoup de choses de manière un peu automatique. Donc, effectivement, il va falloir la technologie amène à faire évoluer les usages, et ChatGPT est une évolution. Si c'est, recracher un cours qu'on a eu, on peut se poser la question si c'est structurant d'un point de vue éducatif. Par exemple, apprendre des poésies, on estime que c'est structurant d'un point de vue éducatif. Est-ce que ça fait faire des poésies ou pas ? Ça, c'est une autre histoire. Voilà. Est-ce qu'on doit apprendre aujourd'hui par cœur ? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Alors, il y a eu aussi la mise en avant d'utiliser des choses pour lesquelles il n'est pas fait. Il y a des tas de choses pour lesquelles il est très très mauvais, notamment dès qu'il s'agit de faire de la logique ou des choses comme ça. C'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça, et effectivement, c'est assez facile de le prendre en défaut. Mais finalement, alors quelles sont les mathématiques ? On parlait de mathématiques, on parle de maths. C'est quoi les mathématiques derrière finalement ? Alors, le traitement du langage, ça a énormément évolué. Et un des regrets qu'on pourrait avoir, c'est qu'on ne peut pas utiliser les anciennes versions, à moins d'avoir faire retour vers le futur, sauf si vous avez une DeLorean. On ne va pas revenir à Translate Google demain. C'est dommage, parce que c'est là qu'on verrait les idées. L'idée dans le langage, ça va être de trouver des textes qui sont le plus similaires possible à la réponse attendue. D'accord. Donc on va avoir beaucoup de travail sur qu'est-ce que sont des textes similaires. Donc effectivement, ça rejoint tout à fait une remarque de Flo Bulemtel qui dit qu'une fois qu'on comprend les maths qui sont associées, on comprend facilement que ces modèles font des prédictions sur les réponses les plus probables. Voilà, il n'y a pas de logique, c'est vraiment la probabilité, c'est ce que tu disais, c'est ce qu'on attend derrière, c'est le texte. Le premier, je crois que le premier passage qu'on a eu, c'était en 2010 où c'est IBM qui avait remporté Jeopardize, la roue de la fortune. D'accord. Donc, ce qui est étonnant, c'est que, par exemple, aux échecs ou au Go, on a un nombre de combinaisons fini. Là, ce qui est surprenant, c'est qu'on a l'impression que le langage naturel, c'est quelque chose qui est effectivement avec des possibilités infinies. Mais qui ne va reproduire, ce que fait le ChatGPT, c'est reproduire ce qu'il a dans sa base de données, qui est énorme et qui est brillante. Ouais. Et donc, on l'appelle parfois le ChatGPT GPT 3.5 parce que c'est une étape intermédiaire avec un GPT 4 qui est en préparation. Et il faut savoir qu'il y a effectivement énormément d'industriels qui sont en train de préparer des modèles très spécifiques, et je pense que l'année qui vient, on va encore voir apparaître énormément de choses nouvelles spécifiques. Enfin, on pense que GPT-4 est à peu près déjà opérationnel. D'accord. On parle de GPT-5 déjà, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, tous les ordinateurs d'OpenAI sont occupés par ChatGPT. Voilà. Oui, même plus. J'ai essayé d'y accéder ce matin, je suis même pas arrivé. Là, tout est saturé, ça marche plus. Et alors,
les autres modèles de langage, du coup, il y a des gens qui sont, il y a d'autres de Google, j'imagine, Microsoft, tous ces gens-là sont aussi sur ces créneaux-là. Donc là, Ah oui, 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 oui. Apparemment, on verrait un accord entre Microsoft et OpenAI. On parle de ça où Microsoft rentrerait assez fortement dans la société et recéderait des parts le jour où ils auront fait assez de bénéfices avec. Donc, on parle de 10 milliards ouais. de dollars pour l'instant, enfin c'est les rumeurs qui ont été lancées sur les médias américains. 10 milliards par rapport à 44 milliards pour Twitter, donc c'est pas voilà, on peut parler d'utilité. Voilà, moi c'est à discuter. En tout Bon, cas, ça va être... moi ça reste, puisqu'on parlait de grands nombres, Ouais, de nombres voilà, qui pour moi sont tellement grands qu'ils ne veulent plus rien dire. c'est- 10 milliards ou 44 milliards, c'est à peu près du même, c'est du même ordre. Voilà. Donc en tout cas, il faut s'attendre d'avoir des choses se passer sur ce domaine des modèles de langage. Je pense que ça va être assez excitant à suivre. Alors c'est excitant à suivre. On peut s'interroger quand même sur une chose, c'est que la recherche publique n'a plus les moyens de suivre. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est des acteurs privés qui à peu près intégralement mènent le bal. Et du point de vue, je reviens aux mathématiques, finalement c'est assez bourrin si je puis dire, parce que c'est en gros plus tu as de puissance de calcul, plus tu as de paramètres et plus tu entraînes, meilleur t'es. C'est vraiment c'est assez basique. C'est pas très subtil, on va dire. C'est des choses qui sont tellement grosses qu'on ne peut pas être subtil. C'est des telles quantités de données que... On a vu ça déjà avec la bioinformatique, où on avait des gros... C'est-à-dire on ne peut pas utiliser des modèles très compliqués actuellement. Ou alors on va les utiliser sur des choses plus fines, parce que par exemple on parle de GPT-3 ou des modèles de langage, mais qu'est-ce qu'on fait des langues rares, par exemple, sur lesquelles on a beaucoup moins de choses pour travailler. Qu'est-ce qu'on va faire par exemple sur des fake news on pourrait parler GPT-3 et fake news si je demande un texte à la gloire de Trump, Bolsonaro, GPT va faire un texte qui... Ouais. Voilà, écris-moi une lettre de motivation pour postuler, et il le fait très bien. Voilà. Ensuite, des fake news qui pourront être réinjectés dans les prochains GPT, ce qui peut poser des tas de problèmes. On pourrait faire un chat entier, un Twitch entier sur les modèles de langage, parce que c'est des choses dont on va reparler, parce que c'est extrêmement intéressant. Après, je souhaite un bon doctorat en traitement du langage à Flottibulent Montréal, je suppose. Voilà. Alors, sur la puissance de calcul, donc effectivement, il y a aussi une petite remarque sur la loi de Moore qui dit qu'on est en train d'augmenter. Donc là, on fait un petit pas de côté par rapport aux maths, on va dire. On est plutôt dans la physique, parce que la loi de Moore, c'est le fait que plus tu arrives à graver finement des transistors, plus ta densité de transistors est forte, plus tu arrives à calculer la puissance de calcul, mais évidemment, ça va s'arrêter sans doute un jour, peut-être. Mais en tout cas, il y a des limites quantiques, pour revenir à la physique, qui peuvent poser des problèmes. Alors, oui, on parle toujours de la loi de Moore. Néanmoins, c'est-à-dire si je prends un ordinateur, même il y a disons 5 ans, on n'est pas obligé de remonter à 50 ans, et aujourd'hui, ce qui a le plus évolué, c'est pas les transistors, c'est le stockage. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, on a avec, je sais pas, une mémoire vive de je sais pas, 32 gigas en gros. On en avait 8, 16. Alors que le disque dur, on est passé sur un facteur 10, 20, 30, 50. Donc le gros de la... Donc sur les transistors, il y a effectivement une question de taille, et on voit bien que dans la guerre entre la Chine et les États-Unis, les composants électroniques, entre autres de Taïwan, sont un des cœurs de la bataille. Néanmoins, la grosse évolution, elle est beaucoup plus sur le stockage, qui permet de faire des choses très bourrin, comme tu le disais, par rapport à l'époque des disquettes, voire des clés USB, ou, sans parler des bandes, sans remonter jusqu'aux cartes perforées. Mais le gros des progrès qui a été fait, il est quand même sur le stockage beaucoup plus que sur l'analyse et la mémoire. D'accord. On va revenir un tout petit peu aux maths dans le quotidien. On refera un Twitch sur ces modèles de langage. Moi, je trouve ça passionnant. Enfin, il se passe beaucoup de choses à faire. Il y a encore des beaux articles, des belles histoires à raconter. Pour revenir sur les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est évidemment quelque chose qui
bénéficie également des progrès qu'il y a eu en informatique, mais qui utilise énormément de mathématiques derrière, dans la modélisation, dans le rendu géométrique. Enfin, c'est quelque chose qui est très... Alors, ça l'utilise dans plein de choses. Ça l'utilise dans, par exemple, tout ce qui va être paysage génératif. Le fait que, en gros, avant, quand on mourait, on refaisait tout le parcours de Pac-Man avec le même, voilà, etc. Aujourd'hui, quand on se promène dans un jeu, les paysages sont sans fin et se génèrent au fur et à mesure. Donc ça, c'est une des choses qu'on voit bien, mais il y a tout ce qui va être mathématique de l'attention aussi. Ouais. Oui, c'est pris en compte, ça, c'est également... oui, ça, c'est très étudié. Qui va même percoler dans d'autres choses. Quand vous avez, je sais pas, tu prends ton téléphone, tu as appelé un taxi Uber, tu le vois en temps direct, il va arriver dans 3 minutes, dans 2 minutes, dans 1 minute, il est là. Il y a quand même quelque chose qui est fait pour que tu sois attentif. Et donc le fait que tu joues aussi, avant que tu arrives au boss du dernier niveau, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour que tu restes le plus possible. Il n'y a pas que la télé qui cherche à utiliser ton temps de cerveau. Voilà, c'est une sorte d'addiction aux jeux vidéo et également aux réseaux sociaux. Exactement de la même. TikTok en est un exemple. C'est le but d'un réseau social ou d'un réseau tout court que tu restes dessus. Voilà. Donc, plein de maths derrière, mais pas toujours pour les bonnes raisons, on va dire. Non, mais c'est là où c'est important qu'on soit conscient de ces choses-là et qu'on puisse... Alors après, on peut s'y adonner. On peut éprouver du plaisir dans le jeu, heureusement. On passe à la dernière partie de votre livre, qui est créé. Donc là, on est sur quelque chose de très, très différent, qui est moins utilitariste, on va dire. On n'est pas sur... mais on est sur vraiment la partie... presque artistique. Finalement, on s'aperçoit que ce soit dans l'art, que ce soit dans l'architecture, dans la musique, les mathématiques sont très présentes. Est-ce qu'il y a quelques exemples qui te viennent chez les Grecs, la musique, c'est des maths. Donc la musique fait partie des maths. Et quand même, l'écriture musicale est une écriture mathématique. Donc, je pense les liens entre la musique et les maths sont nombreux. On a vu des essais de faire de la musique un peu différente, que ce soit Boulez, que ce soit d'autres artistes. Voilà. Mais même par construction, comment on construit des instruments, c'est très mathématique. Voilà. Et le jour où on a un peu normalisé, parce qu'on commençait à le faire de manière industrielle, c'est là où on a commencé à avoir des orchestres. Avant, chacun avait son instrument dans son coin, qu'on pourrait faire avec des verres d'eau dans sa cuisine, et chacun a ses verres, mais à un moment où on veut jouer ensemble, il faut un peu coordonner les choses. Donc ça a beaucoup occupé les gens. L'architecture, évidemment, que ce soit des jeux de construction, que ce soit de la géométrie, que ce soit des propriétés sur la lumière ou sur les orientations, ça a quand même pas mal fait. Même dans la construction, alors il y a différentes choses. Il y a des gens qui ont été fascinés par les progrès, soit des maths, soit des sciences en général. Werner en est un exemple caractéristique. On a, dans ton dernier numéro, tu prends cet exemple, c'est Pollock, c'est ça qui... Voilà. Si tu ouvres le tableau... Le tableau d'ouverture, oui, tout à fait. On a un tableau, je le montre, puisque... Voilà, c'est ce tableau, hop, monte la caméra, un tableau avec une superposition de nombres. Et il y a pas mal comment dire, le tableau de Pollock où il va utiliser soit l'aléatoire, soit des constructions. Donc oui, la création, à partir du moment où on peut voir les maths comme un système dans lequel on va pouvoir créer des choses, on peut retranscrire ça d'un point de vue artistique. D'accord. Dans le livre, dans votre livre, vous avez aussi mis en avant des figures des mathématiques. Vous avez une partie, à la fois une partie historique et une partie plus récente. Donc dans les figures historiques, il y a plein de gens, mais j'aime bien le cas d'Ada Lovelace, qui est considérée comme la première informaticienne, si tout à fait, c'était je puis dire. C'était la nièce de Babbage, je crois, à qui on dit que c'était le premier ordinateur. Donc oui, dans ce livre, on a fait... Donc il y a 4 parties. Dans chaque partie, il y a un personnage historique et un personnage actuel.
Pourquoi? Parce qu'il y avait deux idées derrière, il y en a un peu plus que deux, mais deux principales, qui étaient que derrière les concepts mathématiques, il y a des gens, c'est pas apparu ex nihilo, et que ça restait vivant aujourd'hui, donc on voulait interroger aussi des gens, je vais résumer en vie pour simplifier les choses. D'accord. Et on a été attentif à chaque fois, puisqu'il y a 4 chapitres, avoir 2 hommes et 2 femmes. Donc Ada Lovelace avec Florence Nightingale, c'est les 2 personnages féminins historiques qu'on a gardés. Donc Ada Lovelace, c'est étonnant, parce que c'est pareil, elle a lutté contre son époque pour pouvoir imposer le fait qu'elle aimait les maths. Et c'est aussi un des grands combats de la communauté mathématique de pousser les femmes, les filles, vers les maths. Il y en a quand même très peu. Mais il n'y en a pas assez, c'est clair. Et il y a une autocensure féminine très forte et qui est on ne peut que le regretter, quoi. Et le cas de Florence Nightingale, ça c'est lié aux statistiques, hein, c'est ça, oui, c'est la naissance de l'épidémiologie, où elle a cherché à voir quels sont les facteurs qui influaient sur la mortalité infantile, sur les cas de décès à l'hôpital, etc. Donc on va avoir, donc avec John Snow, c'est les 2 premiers épidémiologistes. John Snow, lui, c'est le choléra à Londres. Donc il va répertorier les cas et les cartographier, et donc s'apercevoir que ça provient d'une source d'eau. Donc tout le quartier qui va chercher de l'eau dans cette source a le choléra, sauf un point qui correspond à la taverne où ils ont leur propre source pour faire la bière. Voilà, donc on a trouvé on trouve l'origine comme ça en utilisant le première statistique en quelque sorte. Oui. La bière a amené quelques statisticiens. On parle des tests de Student par exemple. C'était aussi c'était les usines Guinness à Dublin. D'accord. Sur les mathématiciens aujourd'hui, donc tu dis que vous avez pris des exemples de mathématiciens qui travaillent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut définir ce qui fait un mathématicien aujourd'hui, ou alors il y a tellement il y a autant de mathématiques que de mathématiciens, si je puis dire. Alors, chacun a sa vision des choses. Ouais. Moi, tu peux donner la tienne, puisque tu es aussi mathématicien, statisticien. Pour moi, c'est un débat qui n'a... Excuse-moi, Philippe, mais qui a peu d'intérêt, et j'ai expliqué pourquoi. Quand un médecin, il y a des papiers qui doivent être signés par un médecin, il y a des papiers qui doivent être signés par un architecte, il y a des papiers qui doivent être signés par un actuaire, il y a des papiers qui doivent être signés par un avocat. Donc là, il faut définir ce que c'est qu'un avocat, un médecin, un architecte, etc. En gros, c'est celui qui a le droit de signer le papier qui le concerne. D'accord ? Il n'y a pas de... à ma connaissance, aucun papier qui doit être signé par un mathématicien, un statisticien, ce que tu veux. Donc, et mathématicien, celui qui se considère comme mathématicien, et c'est très bien comme ça. D'accord, il n'y a pas de... Le jour où il y aura besoin d'un papier qui est signé, par exemple, je sais pas, pour un essai pharmaceutique, on dira, il faut que ça soit quelqu'un qui est reconnu professionnellement comme étant un statisticien, un mathématicien, un machinicien. Dans ces cas-là, il faudra effectivement mettre des règles. Et il y a des pays où c'est comme ça. On peut être statisticien certifié en Angleterre, aux États-Unis, en Hollande, mais en France, c'est une question qui ne se pose qu'assez peu actuellement. D'accord. Voilà. Il y a aussi beaucoup des niveaux d'abstraction très très différents en mathématiques entre finalement il y a des objets qu'on arrive à définir, dont on arrive à parler. On a parlé des nombres au début, évidemment, c'est d'objets qu'on ressent quelque part, pas tous, peut-être pas le corps les complexes, le corps des quaternions, des choses un petit peu plus algébriques qui sont peut-être pas si évidentes que ça. Mais il y a aussi des objets très abstraits. Comment tu vois cette abstraction? Toi, c'est quelque chose qui moi, je vois ça comme la musique, si tu veux. C'est-à-dire, dire j'aime la musique ou j'aime pas la musique, ou je suis musicien, tu vois, pour reprendre ta question. Pour moi, ça a assez peu de sens. On peut aimer certains types de musique, on peut ne pas en aimer d'autres. Certains vont aimer, je sais pas, le rap, le classique, le disco, ou les chants bulgares. Très bien, mais je pense qu'il y a très très peu de gens qui aiment absolument tous les instruments et tous les types de musique, et il y a aussi peu de gens qui n'aiment aucun type de musique. Et voilà. Donc dans les maths, on peut toujours trouver son bonheur. Voilà. Certains, ça va être des choses plus abstraites, d'autres des choses plus concrètes. Certains, ça va être des types d'abstraction, par exemple sur les nombres, d'autres ça va être plutôt sur des figures.
voilà, il y a de quoi se faire plaisir, quoi. Les maths, c'est presque c'est infini, quoi. Oui, Ça oui, part dans... c'est ça. Et je pense que le plus dur dans les maths, c'est de trouver ce qu'on aime bien. D'accord. Enfin, ce pour quoi on se sent à l'aise, dans le quoi. Moi, j'ai fait des études de maths assez classiques à la fac. Bon, il y a des trucs, très sincèrement, je n'ai pas compris grand-chose d'autre que d'avoir réussi l'examen et d'être content d'avoir fermé la... Voilà. D'accord. Il y a des choses sur lesquelles je me suis beaucoup amusé, mais alors je me sentais absolument pas au niveau pour professionnellement travailler avec. Et puis les stats, voilà, j'aimais bien ça et il y avait de la place. Et donc voilà, c'est comme donc ça que voilà, je suis très content de... Et ça s'est fait à quel moment, ça, cette réalisation Moi, j'ai fait une partie de mes études à Montréal. Ouais. Et à l'époque, il y avait une vision appliquée qui était plus marquée qu'en France. Et je pense que c'est à ce moment-là où je me suis dit, voilà, ça j'aime bien, parce que ça me permet d'interagir avec des gens qui font plein d'autres choses, ça me permet de voir des trucs différents. Donc, voilà, c'était plus pour moi par rapport à ce que où je me sentais à l'aise que des choses passionnantes d'algèbre ou de géométrie je m'y voyais moins. La géométrie dans des dimensions bizarres. On a une remarque de Motivate Apprentice sur l'abstraction et l'infini et les paradoxes qui l'accompagnent. Effectivement, l'infini, ce sont des objets... Enfin, la manipulation de l'infini, c'est quelque chose d'abstrait, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Il y a pourtant des mathématiciens qui s'y collent. Il y a les nombres surréels de Conway. On en donne un exemple dans ce dossier sur les nombres. Conway, c'est quelqu'un où on voit le plaisir de faire des maths. Il y a un amusement des maths chez Conway qui est fantastique. Qui est extraordinaire. Oui, il a beaucoup travaillé sur la théorie des jeux. Enfin, c'était un gars qui était passionné. Et il demande aussi, est-ce que c'est pas Cantor qui a rendu concret l'infini avec les état upsilon? Alors, j'arrive pas à bien... Je pense que Cantor, ce qui fait, ce qu'on parle des ensembles de Cantor, donc en gros, une manière simple peut-être de voir ça, c'est on prend un intervalle, on le coupe en 3, on enlève le milieu, puis on reprend chacun des morceaux des deux morceaux, on leur coupe en 3, on enlève le milieu, puis on continue comme ça de manière énorme. Alors, on voit des choses qui donneront par exemple des dessins comme les fractales ou des choses comme ça après, qui vont être basés sur ce genre de construction itérative, algorithmique. Pour reprendre donc cette itération. Et ce qu'on montre, c'est que on va avoir quelque chose qui est de dimension nulle avec une infinité de nombres. Donc, c'est là où on va arriver à ce qu'on appelle les paradoxes de Cantor, comment dans un ensemble de mesures nulles, c'est-à-dire si je prends mon mètre et que je regarde, ça fait 0, j'ai quand même une infinité de nombres. Donc ça a quand même pas mal perturbé à l'époque. Et très sincèrement, quand moi, je pense que c'était un projet de Doug à l'époque, donc de L2, dans une option un peu obscure. C'était un peu compliqué, mais ça avait un côté fascinant. Je veux dire, comme peut être la découverte de Pythagore ou des équations du second degré dont on retient, je ne sais pas pourquoi, B2 moins 4A, c'est le genre de formule qui a irrigué nos cours, quoi. Très bien. Est-ce que tu donnerais qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un jeune qui veut faire des maths? D'abord, est-ce que tu conseilles de faire des maths? Première question. Alors, moi, je conseille à tout le monde de faire des maths, d'en faire son métier, pas nécessairement, mais de tout le monde d'avoir au moins une culture. On trouve normal d'avoir une culture littéraire, on doit avoir une culture scientifique de la même manière, parce qu'on ne peut pas vivre si on n'est pas capable de s'exprimer à minima. Et je pense qu'on n'est pas capable d'être citoyen sans un minimum de culture scientifique, dont une culture mathématique. La chose que je dirais, c'est de se faire plaisir. C'est-à-dire quand on prend plaisir à faire des choses, en général, ça marche mieux que quand on se fait du mal, quoi. C'est mon conseil. Donc, faites des maths, faites-vous plaisir avec les maths, jouez avec les maths, posez-vous des questions. Alors, il y a des gens qui aiment bien l'histoire, il y a des gens qui aiment bien les jeux, il y a des gens qui aiment bien les problèmes mathématiques. Voilà, chacun a sa manière d'aborder les maths. Voilà, moi, c'est plutôt dans la vie courante de me dire, ah ouais, tiens, voilà, ça comment on pourrait... d'un point de vue matheux, comment on peut se poser la question, je sais pas, d'un GPS, de la météo ou plein d'autres choses de la vie courante. D'autres, ça va être des défis intellectuels. Très bien. Il y a plein de manières de se faire plaisir.
Il faut se faire plaisir. Voilà. Et ce livre-là est une bonne manière de commencer, puisqu'il y a vraiment tout. Je trouve, voilà. Tout, non, mais... Presque tout, plein de choses. Et également le numéro de la recherche. Je fais aussi un peu de pub au passage. Bien sûr. Et pour les maths de façon professionnelle, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu... Il y a une voie royale, il y a une... Alors, aujourd'hui, on manque de, je crois, 10 000 ingénieurs par an. Imagine par ouais. 10 000 ingénieurs par an. Donc pour moi, c'est un mystère. C'est pas d'hier, hein, ça fait 20 ans qu'on manque d'ingénieurs, ça fait 20 ans qu'on manque de scientifiques. On voit des filières complètement bouchées sur lesquelles il y a énormément de gens. Donc faire des sciences, et en particulier faire des maths, est une assurance d'avoir un métier aujourd'hui. D'avoir un métier. Je veux dire, quiconque sort avec un bagage mathématique minimal trouvera un travail, et un travail intéressant. Alors, je ne dis pas que tous les travaux dans toutes les boîtes sont intéressants. Je dis on peut trouver des choses intéressantes. Certains seront plus intéressés pour l'utiliser dans du codage, d'autres seront plus intéressés pour l'utiliser dans de la modélisation. Voilà, est-ce qu'on préfère la finance, les maths abstraites ou la biologie ou la physique? Ça, c'est le goût de chacun. Donc il y a énormément d'opportunités. C'est des domaines extrêmement en tension, donc c'est des domaines où il n'y a aucune difficulté à trouver du travail. Donc c'est une voie royale, et que ça soit de faire une grande école, que ça soit de faire l'université, un IUT, repartir, donc un but maintenant sur une autre voie. Voilà, il y a de quoi faire. C'est un boulevard. Bon, c'est une bonne conclusion pour notre Twitch. Donc on va s'arrêter là. Donc il me reste. On pourrait dire, voilà, comme ça a été au début, let's go les maths. Let's go les maths, voilà. Et donc je rappelle pour d'abord le livre de Avner et Quentin, voilà, on arrive à le voir, Dingue de maths, le dossier de la recherche sur les nombres, qui est là également. Donc il me reste à vous remercier de votre attention, à remercier Avner de cette discussion enrichissante. Merci Philippe. Voilà, qui était très sympathique. Merci à tous les auditeurs qui sont venus nous écouter et qui ont posé des questions. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. Après, il va falloir refaire des nouveaux Twitch sur ces sujets, parce qu'en fait, presque chaque discussion qu'on a eue aurait pu donner lieu à des développements sur le genre mathématique, sur le genre pour le problème de la place des femmes, sur le problème sur les modèles, sur l'éducation. Il y avait des remarques aussi sur les problèmes d'éducation. C'est vrai que c'est foisonnant et riche. Et donc, je vous donne rendez-vous pour un prochain Twitch qui n'est pas encore programmé, mais qu'on sans doute va pas tarder à faire. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. C'était une expérience passionnante. Et à très bientôt. Au revoir.